Ça, c'est en interne à la Ligue, puisque ce sont des ligueurs qui sont là, donc j'en profite pour dire que c'est quelque chose qu'on essaye de porter, le fait qu'il y ait un croisement des regards entre les différents groupes de travail, parce que c'est important et cette question-là de l'islamophobie nous montre bien que c'est un croisement de plein de questions, donc c'est très important de travailler ensemble. Mais merci aussi à Frédéric qui a participé, parce que j'ai remercié les co-responsables, mais il y a aussi Frédéric, il y a aussi qui j'ai oublié. C'est bon, j'ai parlé de Fabienne aussi. Fabienne qui est là, voilà. Bon, en tout cas, ça permet on va devoir prolonger ces réflexions et puis ça va nous permettre aussi de poursuivre le combat, donc nos mobilisations, essayer de créer aussi, rien qu'au déjeuner, nous avons commencé à se dire, bah, tiens, on pourrait être intervenant volontaire dans certaines procédures. Donc vous voyez que ça nourrit, ça permet des rencontres, mais ça nourrit aussi. Puis, ce qui frappe, en tout cas, après avoir écouté les diverses interventions, c'est la question de la violence. La violence avec laquelle s'exprime la haine des musulmans, c'est une très grande violence dans les débats publics et au plus haut sommet de l'État, je crois que ça a été bien dit. Et une violence, alors évidemment la violence d'extrême droite, mais ça, bon, on sait, mais quand ça vient du plus haut niveau de l'État, c'est quand même autre chose, puisque c'est effectivement une figure d'autorité qui s'exprime. Et c'est une violence qui touche les chercheurs. Ça a été dit hier, par exemple, par Anan Karimi, qui nous a bien dit que ça attaquait, ça délégitimait le travail qui était fourni. Et donc, s'il faut consacrer une partie de son temps de recherche à se défendre et à se justifier contre les attaques virulentes, on perd effectivement déjà de la résistance et de la combativité pour son propre sujet d'étude. Et il faut à chaque fois justifier sa posture. Les chercheurs suspectés de mener un combat communautaire alors qu'ils exposent des recherches scientifiques, et d'ailleurs c'est ce que nous avons vu ici, qu'il y a eu croisement des regards, peu important de qui cela vienne, puisque ce sont des postures de chercheurs et une recherche, une lignée scientifique. Alors c'est une violence qui touche aussi les familles qui sont ciblées par capillarité sur un simple soupçon. On a vu hier un soupçon parfois kafkaïen, puisque là il s'agissait même de quelqu'un, on s'est trompé de personne, mais ça ne fait rien, c'est toute la famille qui est ciblée. Et c'est vraiment terrible de voir qu'il y a emploi des moyens de l'État pour commettre ces violences. Et donc c'est absolument effrayant, puisque je parle bien de l'univers kafkaïen, là, où on n'arrive plus à s'en sortir. Une violence qui touche les militants aussi, et je l'ai rappelé hier, qui sont sur le terrain, pour résister aux municipalités d'extrême droite, mais pas que, on le sait. Et je l'ai raconté, alors hier je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de Bédarieux, alors que non, c'est Beaucaire, c'est Béziers, Beaucaire et Perpignan, donc les trois sections où il y a des histoires de crèches de nativité dont j'ai parlé hier. Et pourquoi, encore une fois, c'est important de vraiment lutter contre cela, parce qu'il y a la question de la maison commune. Alors déjà, bien sûr, c'est contraire à la loi de 1905, mais au-delà, pourquoi est-ce qu'il y a cette question qui est aussi essentielle pour l'extrême droite, puisque si elle en fait un combat, enfin, Beaucaire a carrément fait une cagnotte pour pouvoir payer les futures astreintes qu'elle aura à payer l'année prochaine, c'est-à-dire là, maintenant, pour la prochaine crèche. Donc vous voyez, l'anticipation, ils savent très bien que c'est illégal, mais ils le préparent parce que c'est essentiel pour eux. Et pourquoi c'est aussi essentiel de mettre une crèche de la nativité dans une maison commune comme la mairie? Tout simplement pour faire une affirmation identitaire et d'exclusion des musulmans, parce que c'est d'eux dont il s'agit. Et c'est implicite, mais c'est vraiment une revendication d'une nation qui serait purement blanche, purement chrétienne, et qui serait homogène finalement. Et donc c'est en cela que c'est essentiel pour nous de continuer à lutter, parce que c'est vraiment contre l'islamophobie justement. Et donc je remercie bien sûr encore une fois les militants de la LDH qui luttent localement, les avocats locaux également, parce qu'ils subissent des menaces de mort, hein. C'est pas du tout... c'est pas gentil, hein, c'est pas juste des critiques verbales, c'est vraiment très très lourd. Et bon voilà, on a vraiment, mais au-delà de l'extrême droite Christo Sensu, il faut effectivement adjoindre les droites extrêmes. Alors j'ai une pensée pour Henri Rossi qui nous a quittés, qui était membre du comité national,
qui nous a quittés l'été dernier, qui nous alertait sur tout ce qui se passait à Nice et à Grasse. Alors je vais vous raconter une anecdote, parce qu'il y avait un arrêté, qui était un arrêté anti-Burkini, qui avait été affiché en hauteur. Et vous savez que pour pouvoir attaquer dans le tribunal administratif, il faut produire la décision. Et donc elle n'était pas publiée, puisqu'elle était affichée. C'est une modalité possible d'afficher sur... Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a grimpé, alors à plus de 80 ans quand même, il a grimpé sur le capot de sa voiture pour pouvoir faire la photo et pour qu'on puisse attaquer. Voilà, donc hommage à ce militant. Et puis, donc mon propos, bien sûr, c'est de dire que ce sont des résistants, tous ces militants, parce que sans eux et sans l'appui des chercheurs qu'on a entendus pour analyser ce qui se passe, les droits et libertés seraient un vain mot pour nombre de nos concitoyens. Et c'est vrai que face à cette violence, la tentation est grande de mettre de côté la lutte contre l'islamophobie et puis de la singulariser également de la lutte contre tous les racismes pris au sens large, alors que la lutte contre toutes les formes de racisme, plus exactement, ne se divise pas, ça a été rappelé, et Vincent Gay nous a rappelé les divisions des associations antiracistes, de même que Vincent Gézère. Donc il y a aussi la question de l'opposition faite entre antisémitisme et islamophobie qui empêche les luttes communes, alors qu'on voit bien qu'il y a des convergences possibles. Il a été dit même que sur certains quartiers, enfin, il y a eu Nona Meyer qui a fait ce travail-là, donc c'est Salima Ahmed qui nous a rappelé cela, et je trouve que c'est important de pouvoir le redire, qu'il y a ces possibilités de lutte ensemble, et également de ne pas faire de concurrence finalement entre les associations qui s'emparent d'un sujet parce qu'ils sont concernés, c'est CCIF par exemple, et puis nous, on pouvait avoir des liens, d'ailleurs on a soutenu au moment de la dissolution du CCIF, on a également refait un communiqué, enfin un message pour le CCIE, alors en faisant attention pour que ne pas enclencher le fait que ce soit reconstitution, parce que faut faire attention à ne pas aller dans ce sens-là. Mais enfin, c'est important aussi de pouvoir dire qu'on peut mener des luttes communes, et ça, ces 2 journées, je crois que c'est important, ça nous a permis aussi d'analyser un peu cette question-là, de réfléchir comment faire pour lutter ensemble. Alors, je parlais de racisme, parce que même si les races n'existent pas, comme on le sait, il s'agit bien de combattre l'assignation par une origine, avec ceci d'étrange qu'une religion n'est pas transmise par la naissance, mais il a été dit qu'une partie de l'islamophobie, c'était aussi ça, de penser que c'était relié. Et de toute façon, pour ceux qui haïssent les musulmans, ils ciblent une certaine population. Évidemment, il y a une résurgence du racisme biologique qui revient, alors sous une forme de culturalisante, on cible, on dit la religion qu'on n'aime pas, ou la culture musulmane, mais en réalité c'est souvent parce que c'est seulement plus acceptable dans la société. D'ailleurs, fort heureusement, ça a été dit, c'est fort heureusement qu'on ne peut plus exprimer, à part l'extrême droite, mais que sinon il y a quand même le frein de ne pas pouvoir l'exprimer directement, mais il faut être très clair sur le fait qu'en réalité c'est vraiment du racisme. Et c'est pas que cela, mais c'est aussi ça. Et cette haine qui plonge ses racines dans l'impensé colonial qui hiérarchise les races, et donc dans le rapport colonial à l'Algérie, ça a été Gilles qui en a parlé, mais c'est aussi ce qu'a rappelé Vincent Gézère, qui parle de racisme type OAS en ce qui concerne par exemple Bruno Retailleau, et c'est intéressant d'entendre aussi ce discours. Et puis Jean-Loup Ancel nous a indiqué que des concepts d'origine coloniale avaient pu imprégner y compris la recherche sur l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais ça veut dire que même en tant que chercheur, il faut aussi interroger les postures et les impensés. C'est ce qui est intéressant d'interroger tout le monde finalement. Et avec la résurgence d'un vieux substrat religieux qui imprègne donc même les constructions savantes, comme on l'a dit, il a été question de Renan, mais il y a actuellement, et le vieux substrat religieux ressort dans l'instrumentalisation de la laïcité qui devient une nouvelle religion mais d'interdiction, de stigmatisation de l'autre, et c'est symbolisé par effectivement le voile. C'est typique, voilà, quand on dit ça, c'est Bruno Retailleau, c'est typique d'avoir, on stigmatise la religion et
avec ce vieux substrat religieux. Et ce credo amène à de nouvelles configurations politiques, ce que nous a rappelé Olivier Estève. Donc, même s'il y a des évolutions en Europe, et ça Gilles nous en a parlé, on voit qu'aujourd'hui, les combats ils se mènent là aussi, contre cette façon dévoyée d'utiliser la laïcité pour en fait des fins racistes et des fins de stigmatisation et de discrimination. Et ça, c'est notre consoeur, Marion Osier, qui était présente hier, qui a parlé des combats de la Ligue contre les arrêtés d'interdiction d'affiches de femmes portant le voile. Là, dernièrement, on a porté plainte aussi pour discrimination. Il s'agit d'une auto-école qui, dans son règlement intérieur, a interdit de porter tout signe religieux, donc qui interdit aux femmes voilées d'apprendre à conduire. Donc on vient de porter plainte. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses, et ça prouve que le discours qui est tenu par les autorités publiques, qui demande à ce qu'il y ait une neutralité, alors qu'on le rappelle, la loi de la laïcité, c'est la neutralité de l'État, pour que précisément que les personnes puissent exprimer leur religion dans l'espace public et dans les lieux accueillants du public. C'est une question de liberté de conscience, de liberté de religion. Eh bien, ce discours de neutralité finit par infuser dans la société et finalement les personnes croient que parce qu'elles accueillent du public, elles doivent se conformer également à la question de la neutralité. Et ça, c'est particulièrement grave. Et j'invite d'ailleurs les ligueurs à signaler ça, parce qu'on ne peut pas laisser passer. C'est quelque chose qui, si on laisse passer, ça se diffuse de plus en plus dans la société et on l'admet de plus en plus qu'il y ait exclusion de musulmans ou en l'occurrence de musulmanes, parce qu'en plus c'est genré, c'est vraiment un poids sur les femmes. Et là encore, on peut croiser les regards, stigmatisation sur à la fois le corps des femmes qui est toujours ciblé et dont qu'on veut contrôler. Et donc, on a à la fois sur les femmes et sur les musulmans. Et donc ça, je vous invite, parce que, ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un ligueur qui me dit « Ah, je suis allée dans un restaurant, là, je faisais une balade avec ma famille sur les bords de Loire, et je suis allée au restaurant et c'était marqué qu'il était interdit de montrer un signe religieux. » Dans un restaurant. Enfin, et on voit bien qui est ciblé, on est bien d'accord. Donc on a cette question-là, et là on l'a dit aussi que nous menons tout un combat contre la proposition de loi laïcité dans le sport. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a une note juridique sur le site de la Ligue qui traite cette question-là de la proposition de loi d'un point de vue juridique. Et d'ailleurs, nombre de rapporteurs spéciaux de l'ONU ont condamné cette proposition de loi. Et nous avons également fait une table ronde sur cette question. Malheureusement, c'est des forces militantes et c'est toujours pas en ligne. Enfin, c'est toujours pas été monté, mais ça viendra, ça viendra. Alors, donc on voit qu'il y a de toute façon une forte intervention de nombreuses collectivités territoriales pour invisibiliser et voire disciplinariser finalement le comportement des musulmans. Il faut qu'ils se comportent de telle et telle façon. Mais il faut bien se rendre compte que, comme tout racisme, les mesures discriminatoires finissent par atteindre les libertés. Ce n'est pas seulement une question d'égalité, mais c'est aussi une question de liberté. Ça atteint les libertés parce qu'au fur et à mesure, puisque justement les collectivités territoriales prennent des arrêtés interdisant ci, interdisant ça, ben forcément on atteint les libertés et ça contamine finalement des interdictions qui touchent tout le monde. Et ce que nous a expliqué aussi Stéphanie Hénel-Gauchez, c'est que la lutte contre le terrorisme a fait accepter les mesures les plus liberticides, et c'est valable pour toute la société, et malheureusement ça fait s'accoutumer. Les états d'urgence ont fait qu'on s'accoutume à ce qu'il y ait de plus en plus de pertes de liberté, de plus en plus aussi de pouvoir donné à l'exécutif, et donc de plus en plus de restrictions. Et là-dessus, il nous a été dit, c'est vous qui nous l'avez rappelé, le lien entre l'international et le local, c'est-à-dire la France, pour tout ce qui est mesures donc de restriction de liberté liées à la question terroriste. Ça, il faudrait qu'on le travaille, je pense qu'il faut qu'on le travaille spécifiquement à la Ligue. La question de comment est-ce qu'on prend en compte le terrorisme, qu'est-ce qu'il a fait,
qu'est-ce qu'il a amené, puisque ça a des impacts, je viens de le dire, on peut le voir sous l'angle, l'islamophobie, parce que c'était déjà prégnant dans la société, donc après, il se trouve que ce sont des personnes qui se revendiquent de l'islam qui causent des actes terroristes affreux, et au lieu de se dire on est tous solidaires, et d'ailleurs tous touchés, hein, parce qu'à Nice, notamment, il y avait beaucoup de familles musulmanes qui ont été touchées et qui n'ont même pas été finalement mises à pied d'égalité, même comme victimes par rapport au fait que ça touche tout le monde, justement. C'est aveugle. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on travaille, parce qu'il y a à la fois cette question-là, mais il y a aussi les questions de restriction de liberté à travers le terme terroriste. Je rappelle qu'il n'y a pas de convention internationale concernant la définition du terrorisme. Ça veut dire que c'est une définition qui est seulement dans le code pénal. Et autant on peut admettre la circonstance aggravante de terrorisme, et encore, parce que c'est très compliqué à définir, mais on peut encore se dire que c'est un petit peu circonscrit quand il s'agit d'une circonstance aggravante du meurtre, autant lorsqu'on dérive et qu'on va vers l'apologie du terrorisme ou l'entreprise individuelle de terrorisme, alors là, on est dans le flou artistique complet. Et ce, d'autant plus que c'est, et ça Stéphanie Foussès nous l'a rappelé aussi, que l'apologie du terrorisme a été sortie de la loi de 1881, de la loi de la presse, et donc de la protection. C'est pas seulement une protection procédurale, c'est aussi le fait qu'il y ait des avocats spécialisés, il en existe, mais des juges spécialisés pour la liberté d'expression et qui ont comme prisme avant tout la liberté d'expression à protéger, et l'exception c'est la condamnation. Donc c'est-à-dire la restriction. Donc ça c'est quelque chose qui est grave, parce que les procédures de comparution immédiate, ça a été rappelé, et c'est de l'abattage, mais c'est également avec des juges qui ont du tout venant et qui vont prendre pour argent comptant ce qui est dit également par le garde des Sceaux, puisque pour les procureurs, ils sont sous la dépendance du garde des Sceaux. Donc quand on a des circulaires qui disent voilà ce qu'il faut entendre par apologie du terrorisme, et qu'on voit que c'est utilisé en fait pour le discours pro-palestinien, on se pose des questions. Voilà, donc on a malheureusement toute une assimilation entre le terrorisme et l'islamisme, dont on ne sait pas exactement ce que ça recouvre, c'est ce qui nous a été dit aussi, et d'où le danger d'utiliser, vous avez parfaitement dit, le danger d'utiliser ce terme d'islamisme, de parler de radicalisation, peut-être que c'est plus juste, mais et encore parce que quand on parle de radicalisation, il nous a été dit aussi à quel point on ne sait pas exactement ce que c'est. C'était hier. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par là, et est-ce que ça mène automatiquement au terrorisme? Alors, je le dis parce que il faut un petit peu de note d'humour aussi, hein, parce que donc dans la fameuse note juridique sur la proposition de loi laïcité dans le sport, on cite un rapport qui a été demandé par les instances ministérielles, hein, donc c'est un rapport c'est un rapport scientifique, mais qui a été demandé, c'était une commande pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme radicalité islamiste dans le sport. Et la conclusion, c'est qu'il n'y en a pas. Et que peut-être il y a 5 associations, mettons, qui soient un peu, peut-être, qui auraient un peu plus de radicalisé, mais si on veut employer ce terme. Mais que pour autant, on pourrait se poser la question inverse, puisqu'il est dit, mais parmi les terroristes qui nous sont passés à l'acte, hein, cette fois-ci, hein, qui ont tué, cette fois-ci, ou qui ont tenté de tuer, eh bien, il y en a un certain nombre qui ont arrêté le sport avant de... Donc on pourrait se poser la question. C'est dit dans le rapport, donc je vous donne cette touche d'humour. Et bien sûr, ce rapport a été enterré. Donc heureusement qu'il y a aussi une presse libre, même s'il a été rappelé aussi la question des médias, et tout ça il faut croiser, hein, parce que la question également des chaînes d'information continue, mais aussi de l'empire, alors on l'appelle l'empire Bolloré, mais ça va au-delà de ça. Il faut bien se rendre compte que le fait de ces chaînes, de la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires qui
en plus quand ils sont d'extrême droite, ça ne favorise pas un discours qui soit intégrateur, qui soit d'inclusion, mais c'est plutôt un discours d'exclusion justement et de stigmatisation permanente, à telle enseigne que ça finit par faire croire que c'est la réalité, c'est la vérité, puisque c'est dit en permanence. Et il a été rappelé que pour certains qui sont passés à l'acte, c'est ce que vous avez dit, ils ont entendu tout ce discours-là, et ils l'ont répercuté. Hein, donc, alors, l'assimilation terrorisme-islamisme, ça a amené à la prise de mesures qui sont neutres en apparence, mais qui sont restrictives de liberté, mais qui en réalité, ça nous a été dit, visent les musulmans, et je parle des musulmans, c'est-à-dire ce qui a remplacé, c'est le nouveau nom pour, c'est une abréviation, un acronyme, mais c'est le nouveau nom pour les assignations à résidence, qui sont évidemment d'une violence, et là-dessus aussi, il y a recul des juges dans la mesure où il n'y a pas assez de portage de par la société, de défense justement des principes de liberté et d'égalité dont je viens de parler, puisque c'est de cela dont il s'agit. Quand il s'agit de racisme, quand il s'agit de discrimination, c'est une atteinte au principe d'égalité. Mais quand on arrive à ce qu'il y ait des interdictions, c'est le principe de la liberté. Et bien, il n'y a pas assez de portage dans la société de ces deux principes, ce qui fait que les juges reculent. Il a été dit que pour l'état d'urgence, les juges disent « Ah oui, enfin le Conseil d'État a dit oui, mais bon, on va faire un contrôle moindre parce que quand même c'est l'état d'urgence. » Alors que ça devrait être la position inverse. Puisqu'on donne plus de pouvoir à l'exécutif, alors on va particulièrement contrôler ce que fait l'exécutif. Ça devrait être l'inverse. Mais on voit aussi que pour les assignations à résidence, le Conseil constitutionnel a dit « Ah, mais tant que ça ne dépasse pas 12 heures par jour, ça va, c'est tranquille, c'est pas une privation de liberté. » Pardon ? Enfin, vous avez entendu comme moi hier, la personne a perdu son travail. Il a perdu ses amis, enfin, pardon. Donc c'est en cela que je dis qu'il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser les gens de façon large, parce que si ça n'est pas soutenu suffisamment, les juges sont en train de reculer dans la défense des libertés. Et on voit aussi combien le juge judiciaire, lorsqu'il tient bon, je ne dis pas qu'il tienne toujours bon, hein, on a vu en comparution immédiate, mais lorsqu'il tient bon, et on a vu pour les condamnations de Marine Le Pen et puis de Nicolas Sarkozy, eh bien c'est une menace de mort immédiate. Donc il faut se dire ça, qu'il faut soutenir finalement le principe même de l'état de droit, hein, l'indépendance de la justice. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié qu'il y a quand même aussi des juges qui continuent à mener le combat, enfin, à être dans le droit, à faire appliquer. C'est ça, mais oui, c'est ça. Eux, ils ne mènent pas le combat. C'est nous, en tant qu'avocats, qui menons le combat, mais ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils appliquent, mais c'est ça aussi l'état de droit. Ils appliquent des principes qui sont supérieurs, qui sont inscrits dans la Constitution ou dans les conventions, la Convention comme la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la loi séparatisme 2021 a bien évidemment prolongé l'assimilation entre terrorisme et islamisme. Je rappelle que c'était un moment où il y avait eu un attentat terroriste qui a été prise. Et donc, à chaque fois, ça permet de légitimer les restrictions, parce que ça fait comme un chiffon rouge qui amène à ce que les personnes, la société ne réfléchit plus, ne se dit pas, mais en fait, c'est pas très normal qu'on va attaquer des associations cultuelles, on va attaquer des associations tout court, simplement parce qu'il y a eu un attentat terroriste. Quel est le lien? Enfin, on ne comprend pas. Et en fait, ça aboutit concrètement à des dissolutions d'associations. Bien sûr, on l'a dit, pour les associations musulmanes, mais après, évidemment, ça infuse, et on a vu de plus en plus d'associations qui sont, même des associations légalistes, qui sont attaquées. Et donc, ça crée bien sûr les difficultés également pour les établissements scolaires. Donc, tout ça, ça se diffuse, et malheureusement, on va plus loin. C'est-à-dire que maintenant, comme c'est plus tant le terrorisme qui peut être agité pour justifier des restrictions, c'est moins qu'en 2015, c'est moins quand même. Et donc, on va développer une nouvelle rhétorique. Maintenant, c'est la mexicanisation, ça a été rappelé.
C'est en réalité la loi narcotrafic, ça a été tout un discours, mais avouez que dans les médias, hein, c'est le rouleau compresseur, on n'entend plus que ça. Et même lorsque nous avons attaqué les drones sur Rennes sur 4 quartiers pendant un mois, on a été attaqué en nous disant vous défendez alors le narcotrafic. Voilà, sans se dire que c'est d'un ridicule fini, mais c'est Bruno Retailleau qui le disait pour ne pas le dire. Mais dans cette loi de narcotrafic, qu'est-ce qu'on a ? On a la possibilité pour le préfet de fermer des... Je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dans la loi qui est particulièrement dangereuse, et ça aussi, il y a une analyse juridique sur le site de la Ligue, mais ça, le fait que dans la loi narcotrafic, il y a la fermeture par le préfet de commerce, quand il y a une suspicion de... Qu'est-ce qu'on vise en réalité ? Ce sont les bars à chicha et les kebabs. C'est de cela dont il est question. Donc vous voyez que ça a l'air neutre là aussi, hein, ça a l'air anodin, mais en réalité on est tout le temps sur la suspicion au départ de vous êtes musulman, vous tenez un commerce, alors vous êtes suspecté de... Avant c'était le terrorisme, hein, maintenant on passe à un narcotrafic. Donc on est dans cette configuration-là, donc on stigmatise tout le temps les mêmes. Et donc, on a, je le signale parce que dans des lois qui ne sont pas forcément regardées comme étant des lois contre certaines personnes, mais en réalité, on est en train de viser toujours les mêmes. Et donc, je salue d'ailleurs, je redis qu'il va y avoir le 15 novembre, c'est ça, hein, Fabienne ? Le 15 novembre, un travail à Avignon, mais c'est aussi une journée nationale, sur la question d'une autre politique des drogues. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, c'est la question de la politique des drogues, ça sert aussi à stigmatiser les musulmans comme étant ceux par qui arrive le narcotrafic, etc. Donc ce panorama, ça permet de comprendre que le recours à un État neutre et garant des libertés, c'est quand même compliqué. Et vous l'avez dit, hein, que c'est quand même assez inquiétant de voir qu'il y a des difficultés d'organisation pour porter la voix des musulmans, mais aussi du fait du prince, hein, de la non-reconnaissance, mais également des attaques qui sont faites sur les associations. Et on crée à travers tout ça, avec tout cet environnement, on crée l'idée qu'il y aurait finalement un ennemi de l'intérieur. C'est ce qu'on a entendu hier. Et ça, c'est Vincent Gay d'ailleurs qui nous disait il y a la construction d'un eux et nous. Alors, et ça, que ce soit l'extrême droite qui le fasse, c'est le principe même de l'extrême droite, donc on n'est pas vraiment étonné. Mais lorsque ça se diffuse plus dans la société à travers les paroles de personnes politiques, des représentants politiques, là c'est plus inquiétant parce qu'ils ont le pouvoir d'État. Donc ça signifie que quand ils ciblent en excluant certains, ça n'est pas l'État impartial justement. L'État impartial est neutre. Donc de ce fait, il y a tout un questionnement sur l'instrumentalisation évidemment du roman national dans l'éducation. Et ça a été dit, et je signale tout le travail que fait une ligueuse là-dessus sur Laurence Decoq, pour ne pas la nommer, qui fait tout un travail sur ça, sur l'instrumentalisation du roman national dans l'éducation. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à porter, parce que c'est fait, enfin quand on n'en a pas parlé, mais ce qu'a fait Stérin là récemment, je pense que c'est important qu'on travaille dessus, sur ce roman, pour essayer de construire autrement la lutte aussi. Joël nous a parlé d'ailleurs de la question sociale, avec les mouvements de résistance qui doivent naître, y compris pour les jeunes qui vivent ça au quotidien. Donc ça fait partie du travail qu'on doit mener à la Ligue, parce qu'il ne faut pas en rester effectivement à l'idéologie, puis il faut aller sur du concret également. Et donc de ce fait, je trouve que finalement on a un beau compliment à l'envers, c'est Europe 1. C'est Europe 1 qui lors d'une émission, disait voyez ce que fait la Ligue des droits de l'homme, en fait, elle est en train de mettre en place le grand remplacement. Parce que... c'est pas possible de le dire comme ça. Eh bien, moi ça m'a tellement frappée, mais en même temps, j'essaie toujours de voir le côté positif, comme vous le savez. Alors, donc c'est...
Non, attendez, j'ai pas fini. Donc, c'est la LDH. Donc, son propos consistait à dire, vous voyez, la LDH travaille au grand remplacement, puisque d'un côté, elle attaque les crèches dans les mairies, et de l'autre, elle promeut le burkini sur les plages. Donc, c'est pour ça que je dis que finalement, il y a tout un travail à faire contre l'idéologie, puisque là, c'est effectivement extrêmement réducteur, mais ça signifie aussi que nous avons un combat essentiel, puisque si nous menons, ce sont ceux qui sont d'extrême droite qui finalement font le lien entre les deux, mais dans un sens évidemment qui va dans leur propre sens, mais ils pervertissent le fait qu'on est en train de défendre les principes de la République. Voilà. C'est tout simplement ça. On est en train de défendre les principes de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, et le fait que la République soit une République laïque, c'est inscrit dans la Constitution. Donc là, ils sont en train de finalement, à travers leur idéologie d'extrême droite, de rendre hommage au fait que nous travaillons. Non, bien sûr, c'est pas ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous attaquer, et c'est très grave. Je suis d'accord, Martine, mais j'essaye de dire aussi que on mène un combat essentiel, puisqu'on nous attaque directement. Donc, on mène un combat essentiel, c'est ce que j'essayais de dire. Et donc, de ce fait, l'approche par les droits de la LDH qui est enracinée dans le combat, donc, comme je disais, de défense de la laïcité, contre le racisme, pour la justice sociale, parce que l'islamophobie se nourrit aussi du mépris de classe, ça garde donc toute sa pertinence et ça doit être croisé avec la lutte pour les libertés, pour revendiquer une véritable universalité et une effectivité des droits. Merci.